島からわずかの距離なんですけれども、沖合に出現した直径およそ乾杯。Bonjour et bienvenue sur le podcast Kanpai format actualité, émission dans laquelle on vous sélectionne et on vous résume l'actualité japonaise. C'est notre 99e podcast et c'est notre 21e au format actualité, émission que j'ai le plaisir de partager avec toi Gaël. Salut Gaël. Salut Charlie. Alors déjà, c'est vrai qu'on espère que vous allez toutes et tous bien. On vous remercie encore pour vos écoutes et puis vos commentaires sur nos podcasts. On se rejoint une nouvelle fois pour notre thématique actualité. Donc on a des grandes parties, vous connaissez maintenant, avec le tourisme, la société, l'économie, la politique ou encore la pop culture. Et aujourd'hui, pour brosser un peu le programme du jour, eh bien, on va parler de randonneurs fous encore au Mont Fuji. Alors fous non, mais bon, on exagère un peu le trait, mais on va encore parler de randonneurs américains. On va parler, pour parler d'Amérique, de Donald Trump encore et de ses fameuses taxes douanières. On va parler de quoi d'autre encore Tu vas nous parler des élections japonaises dans lesquelles se dessine un virage à droite. Un virage à droite nationaliste encore un peu plus marqué, oui, et jeune. Tu nous parleras en fin de podcast de Donkey Kong Bonanza, par exemple. Moi, je vais vous parler un peu de location de grand-mère, une news très importante, ou encore de retard de l'IA au Japon. Donc, et de caca. Et de caca comme le mois dernier. Ça avait bien plu. Eh bien, écoutez, on a remis une couche. Et je te laisse la main, Gaël, pour entamer notre première partie qui concerne les news tourisme du Japon. Et oui, on va parler un peu de vie nocturne parce que Tokyo et Kyoto ont été cités dans un classement des plus belles villes de nuit au monde. Alors si vous avez déjà voyagé au Japon, vous savez que les villes japonaises ne sont pas seulement belles de jour, mais aussi de nuit, en particulier les grandes villes. Eh bien, cette vie nocturne est mise à l'honneur dans un classement de Travel Bag qui cite Tokyo en 2e et Kyoto en 6e des destinations touristiques mondiales les plus belles à pratiquer en soirée ou en nocturne. Alors les critères pour ce classement sont les hashtags Instagram, la pollution sonore et lumineuse. Alors c'est vrai qu'au Japon, finalement on voit assez bien la nuit, c'est pas trop brouillé contrairement à d'autres villes d'Asie. Le sentiment de sécurité, ça c'est imbattable évidemment sur l'archipel. Et puis le nombre de bars, de restaurants et de lieux ouverts tard la nuit. Alors ça me fait penser à une petite anecdote. Je sais pas si tu as vu ça Charlie quand tu as voyagé, mais parfois on voit des bars qui sont ouverts admettons de 18h à 26h. C'est assez rigolo. J'ai pas vu. Ouais, est-ce que les Japonais comptent comme ça? Le ramen 24-24, ça m'avait quand même choqué parce qu'on m'avait pas prévenu avant. Et d'ailleurs, c'est aussi ce type d'établissement qui rentre dans la façon de scorer pour cette étude-là. Le 24-24, j'ai pas compris. Je suis allé, mais de à 19h peut-être. Si tu vas à 3h du matin, il sera encore là, tu pourras déguster ton très bon ramen. Donc oui, effectivement, comme exemple, à Tokyo, on voit qu'il y a plus de 1000 établissements qui sont ouverts la nuit, des combini, des restaurants, des bars, des ramen 24-24, donc comme tu le disais. Et la sécurité est notée 75%, ce qui d'ailleurs pour être, je pense, même encore plus élevé, tellement la sécurité est importante, même dans la capitale japonaise. Et à Kyoto, la tranquillité est encore plus forte, encore plus sécuritaire, avec une note de 83%. En tout cas, nous, on vous encourage, si vous voyagez au Japon, à profiter, si vous le pouvez, également de la vie nocturne. Alors, c'est assez simple, entre guillemets, parce que le pays du soleil levant, évidemment, le soleil se couche tôt également, parfois dès 16-17 heures, selon la saison où vous êtes. Mais même de prolonger un petit peu l'expérience, on découvre quand même des soirées assez sympas dans les izakaya, dans les karaokés, dans les yokocho. Il y a quand même possibilité de faire des choses très très belles. Et c'est bien que ce classement le mette en lumière. Oui, d'ailleurs j'ai été étonné du classement de Kyoto parce que c'est vrai qu'avec toutes les villes qui pourraient prétendre à avoir une place pour leur vie nocturne, Kyoto arrive, tu nous as dit 6e, ce qui est un très bon classement alors qu'il y a plein d'autres capitales mondiales. C'est vrai que même ne serait-ce que dans le Kansai, on aurait pu penser à Osaka. Après, moi j'ai des très bons souvenirs de soirées à Kyoto, notamment autour de la Kamogawa ou vers Gion ou vers Sanjo, etc. où il y a de quoi quand même s'amuser. Pontocho, ouais. Je dirais même peut-être Pontocho plus précisément. Il faut peut-être se préparer, Gaël, à ce que ce type d'informations devienne un peu plus régulier, même que nos scandales politiques à la japonaise, puisqu'on va encore reparler de randonneurs sur le mont Fuji le 26 juin dernier, alors que les chemins de randonnée, comme vous le savez, pour gravir le plus haut sommet du Japon sont encore fermés. Un Américain de 67 ans est parti avec son sac à dos en direction de ce même sommet. Et quelques jours plus tard, le 4 juillet, les secours ont été contactés au 119 par ce même homme, et c'est un refuge qui a participé au secours
secours. Donc le refuge a pris le relais avec le début de ce secours-là pour le redescendre jusqu'à la 5e station où là ensuite l'homme a été pris en charge. Il souffrait d'hypothermie et quand ils l'ont recueilli, eh bien, il était en sandales. Et encore, il n'était pas pieds nus. Hein. Alors là, c'est rigolo comme ça, mais c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment s'il est parti en sandales. Ça, l'histoire ne le dit pas, mais en tout cas, il a quand même été récupéré dans sa tente. Ainsi, en fait, il a passé même plusieurs nuits sur le flanc du mont Fuji, dans sa tente, comme je le disais, et il affirme avoir déjà gravi 2 fois ce volcan, donc il a peut-être été pris d'un excès de confiance. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque le lendemain, les secouristes ont eu la non-joie de recevoir un appel aux alentours de 20h, donc une femme de 59 ans, de mémoire, je crois qu'elle est américaine également. Elle s'est perdue de nuit sur la redescente du sommet, en fait, sur la descente. Dans le noir, elle s'est trompée de chemin et est arrivée jusqu'à un autre volcan adjacent. Et pour rappel, on le dit à chaque fois, eh bien le mont Fuji, même si ça pourrait paraître simple, c'est pas du tout une balade de santé et on n'est pas du tout égaux face à l'altitude, etc. On peut même être en très bonne forme physique et souffrir de l'oxygène en manque ici sur le mont Fuji. Et on rappelle que les autorités locales pensent même faire participer financièrement les personnes secourues parce qu'on se rend compte que là, cette année en tout cas, 4 sur 5 des secours qui auraient pu être évité. Et quand on dit des secours, c'est souvent soit élitreillés ou des équipes déployées. C'est pas juste mettre des pansements. Hein. Donc voilà, et c'est surtout des étrangers. Donc le Japon compte faire payer un petit peu aussi les gens à ça parce que on avait parlé, je crois. Il y en avait, on se doutait si c'était pas un peu de la flemme de faire le retour, donc ils ont appelé au secours pour qu'on vienne les chercher en hélico aux frais du Japon. En tout cas, ils n'abordent pas la randonnée avec assez d'humilité. Que ce soit le mont Fuji ou non, il faut respecter la nature et savoir, comme tu l'as dit, que l'ascension n'est pas si facile qu'on pourrait le croire. C'est pas non plus quelque chose de surhumain, hein, oui, mais il faut quand même s'y préparer. Donc n'hésitez pas à bien lire notre article sur Kanpai. C'est vrai que nous on vous les cite parce que de toute façon on sait que c'est de saison, hein, il n'y en aura pas au mois de novembre ou au mois de décembre, en tout cas j'espère. Mais oui, voilà, c'est quelque chose qu'on conseille absolument, mais pour lequel il faut un minimum se préparer. La police de Tokyo a arrêté 4 femmes accusées de prostitution dans le quartier de Kabukicho, un quartier dont on a parlé dans quelques podcasts concernant justement ces nouvelles pratiques, ou en tout cas ces pratiques de prostitution de façon générale, puisque vous allez le voir, souvent elles sont orientées, en tout cas il y a une partie de cette prostitution qui est orientée vers le touriste étranger. Donc une des 4 femmes a avoué être la chef d'un réseau qui se composait de 2 douzaines de membres et qui communiquait par message et par photo afin de s'alerter les uns les autres s'il y avait des patrouilles de police dans le périmètre. Elle avait quand même quelques stratégies, Gaëlle, pour échapper à la police, notamment aux policiers infiltrés, puisque les femmes ne couchaient qu'avec des étrangers. Ça leur permettait d'éviter un maximum de tomber sur des policiers donc japonais, au faciès japonais on va dire, ou alors elles prenaient des japonais mais plutôt âgés afin qu'il y ait moins de chances que ce soit des policiers infiltrés. Donc elle avait cette petite stratégie. Ça n'a pas fonctionné jusqu'au bout apparemment. Hein. Au Japon il y a beaucoup de bars d'hôtesses, ça c'est légal, des salons de massage érotiques ou à domicile aussi, mais par contre par rapport à la prostitution, on ne fonctionne pas avec le principe d'échange d'argent contre des rapports sexuels, ça c'est quelque chose d'illégal, c'est aussi pour ça qu'il y a des contrôles. Donc là si on en reparle, c'est que ça fait écho à une news dont on parlait, hein, comme je le disais, puisqu'il y a des services de prostitution qui sont dirigés donc plutôt vers les étrangers, et donc ça a été signalé par des plaintes de clients, et c'est ça qui est drôle dans cette news, c'est que entre octobre 2024 et juin 2025, la police métropolitaine de Tokyo a reçu environ 11 plaintes d'étrangers qui affirmaient avoir payé une femme sans avoir pu avoir de relations sexuelles avec elle, ou alors s'être fait voler de l'argent par une femme dans l'hôtel dans lequel il les ramenait. Donc les enquêteurs examinent actuellement les faits en leur possession pour déterminer si l'une des 4 femmes pourrait être impliquée dans ces affaires relatées depuis octobre 2024. Donc si on en apprend plus, peut-être qu'on fera une mise à jour de cette news. En tout cas, sachez que la prostitution au Japon, c'est quand même considéré de façon... c'est quelque chose d'illégal, bien qu'il y ait plusieurs services qui créent des dérives par rapport à ces pratiques. Oui, alors ce qui m'a amusé aussi, entre guillemets, c'est quand j'ai lu que les personnes arrivaient à l'hôtel avec, du coup, la prostituée, qui leur disait que finalement, ce qu'ils avaient payé, c'était juste le frais de déplacement. C'est pour ça qu'il n'y avait pas après de suite, c'est qu'en fait, les prostituées leur demandaient de
continuer, enfin de fournir un deuxième paiement, parce que les clients, donc du coup étrangers, ne voulaient pas, et c'est là que ça coinçait. Et ça m'a fait penser aux droits de table en fait dans les bars à hôtesse ou à hôte, où en fait on vous invite et on vous dit, ben voilà, admettons ça a coûté 1 000 €, dont 500 € de droits de table. Donc là c'est vrai que c'est un petit peu le même principe qui est un principe... Droit de chambre peut-être. Ouais, principe d'arnaque entre guillemets, et c'est ce qui fait que ça a coincé. Alors, on va déjà passer à notre rubrique société et parler d'IA. Cette saison, j'ai envie de dire, tout le monde parle d'IA en ce moment, et le Japon n'y fait pas exception. Sauf que, eh bien, peut-être, grande surprise pour certains, mais pas forcément pour d'autres, le Japon est en retard sur l'IA. C'est le titre de notre news. Alors, pourquoi on dit ça ? Parce que le ministère de l'Intérieur et des Communications japonais vient de publier un livre blanc sur l'information et la communication, comme chaque année. Donc ce livre blanc est publié depuis 1973 et résume la situation japonaise en matière d'information et de communication, comme son nom l'indique. Et bien cette édition de cette année souligne, je cite, le retard sur l'utilisation de l'IA générée au Japon. Selon ce livre blanc, quasiment 27% des Japonais ont déclaré avoir utilisé l'IA générative, soit un chiffre multiplié par 3 par rapport à l'année précédente qui était de 9,1% en 2024. Sauf que, comparé à l'international, c'est très très faible. Par exemple, en Chine, 81% des Chinois ont déclaré avoir déjà utilisé l'IA générative. Donc quand on parle d'IA générative, on parle de ChatGPT et les autres. Aux États-Unis, c'est 69%, en Allemagne, 59%, donc on voit bien que par rapport aux 27% des Japonais, c'est vraiment une toute autre échelle. Alors au Japon, parmi les personnes qui l'utilisent, on recense quasiment 45% de personnes qui sont dans la vingtaine, seulement 24% des trentenaires, un peu moins de 30% des quarantenaires et seulement 20% des cinquantenaires et plus. Ce qui fait déclarer au ministère de l'Intérieur et des Communications: dans une situation où le Japon est à la traîne par rapport aux pays avancés de l'IA dans le monde en termes de technologie, d'industrie et d'utilisation, il est nécessaire de promouvoir davantage l'utilisation de l'IA dans la vie sociale. Donc on se doute bien dans un pays qui utilise encore le fax que ChatGPT c'est pas forcément l'utilisation prioritaire. Oui, il y a encore un an on parlait de brouettes de documents administratifs imprimés sur papier qui s'étaient envolés au vent parce que la brouette était tombée. T'exagères Charlie, ils avaient fait une sauvegarde sur les disquettes. C'est vrai que sur les disquettes. En tout cas, sachez qu'à Kanpai, les articles et les podcasts sont composés de 0% d'IA. Donc nous aussi on a du retard, mais un retard que l'on aime bien. Ah, on fait une toute petite exception pour les citations là, depuis quelques mois, mais c'est pas de la génération, c'est de la lecture. C'est qu'on trouvait que notre rôle de comédien et comédienne n'était pas forcément très adapté à la situation. Sans transition, Gaël, on va parler d'un homme qui a tenté de mettre le feu à des voitures de karting. Et ces voitures de karting, ce sont celles dont on parle de temps en temps en podcast Actu, notamment celles qui ressemblent au jeu de circuit Mario, donc sur Nintendo Switch par exemple. Et donc ce karting que l'on peut voir sur les réseaux sociaux, des gens qui vont faire du kart, qui se suivent à la queue leu-leu dans les rues de Tokyo, entre autres. Il y en a à Osaka aussi, par exemple. Et d'ailleurs, c'est une mode qui a tendance à un peu s'exporter, j'ai l'impression, dans d'autres villes du monde. En tout cas, sachez qu'un homme a été arrêté de ce mois-ci, au mois de juillet. Donc le suspect est Yue Matsuoka, c'est un employé de bureau de 28 ans, donc assez jeune, qui a été arrêté par la police pour avoir tenté de mettre le feu à un kart d'une petite entreprise. Et en fait, c'est que lui, il travaille à côté dans les bureaux et il a déclaré aux enquêteurs que le bruit de leur moteur était bruyant et stressant. Donc alors pour cette fois-là, j'ai l'impression qu'il a pas réussi à mettre le feu, c'était vraiment une tentative, mais en fait quelques mois avant, je crois 2 mois avant, il avait écrit une lettre à cette même entreprise pour leur dire qu'il allait mettre le feu si le surlendemain, je crois, il y avait encore des bruits de moteur, qu'il allait mettre le feu. Le mec était au bout du rouleau. Et ils font un lien aussi, puisqu'il aurait mis le feu par contre réellement à des déchets dans un hangar qui contenait quelques cartes quelques temps avant, donc je crois le mois juste avant. Après, oui, c'est plutôt une question de réglementation, je dirais, parce que il y a une quinzaine d'années, c'était rigolo, les Mario Kart.
tu louais des cartes pour 1 heure, tu faisais un petit tour déguisé en costume de Mario, Luigi, Yoshi, etc. Mais c'est vrai que si tu travailles à côté et que toute la journée tu as les cartes qui arrêtent pas de circuler devant, là, je comprends que ce soit assez infernal pour travailler, mais tant que c'est autorisé par les municipalités et que les multiples procès ne permettent pas d'arrêter ce phénomène, il n'y a pas de raison qu'il faut qu'ils changent de travail, je pense, ou qu'ils fassent plus de remote. Et sachez que même pour conduire un kart au Japon, si ce type d'activité vous intéresse, eh bien il faut quand même une traduction de permis de conduire. À faire en avance. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse sur la traduction de permis de conduire, c'est qu'il y a un changement de réglementation qui va avoir lieu un peu plus tard dans l'année, mais qui concerne, on en avait parlé ensemble, les abus de traduction de permis pour les voyageurs les voyageurs pour le coup, pour les expatriés de moyenne et longue durée. Et on a vu quelques titres, alors je dirais putaclic, pardon pour l'expression, ou plutôt piège à clic. Si on respecte le code de l'Académie française. Des titres qui sont attention, il sera moins facile de conduire au Japon pour les touristes étrangers. Bon voilà. Donc pas d'inquiétude, ça ne change rien. Vous avez toujours besoin d'une traduction de permis de conduire. Vous pouvez toujours la faire par une agence assermentée, par exemple Keikaku, mais il faut toujours le faire en avance de voyage. Par contre, c'est vrai que si vous résidez plus longtemps au Japon, que vous voulez vous installer et faire traduire votre permis pour le long terme, là effectivement c'est plus compliqué qu'une simple démarche administrative. Il faudra repasser une sorte de questionnaire, etc. Mais ça ne concerne pas les touristes de courte durée. Alors, comme on le disait en introduction, c'est vrai qu'on aborde des sujets sérieux, mais on a aussi parlé de caca le mois dernier, et bizarrement, ça a beaucoup plu. Enfin, j'ai même reçu des mails de gens qui me disaient, écoute, j'ai beaucoup ri sur le caca, donc, eh bien, on a envie de vous faire rire encore, n'est-ce pas, Charlie? Et on va reparler de caca ce mois-ci. Sachant encore. Que ce sont uniquement de vraies news. Ah oui, c'est pas, voilà, bon. C'est vraiment venu à nous, j'ai envie de dire. Donc tout le monde qui a voyagé au Japon connaît bien sûr la marque Toto, qui est une marque de toilettes japonaise très célèbre depuis longtemps d'ailleurs. Je me souviens avoir écrit un article il y a peut-être une quinzaine d'années. Ils ont même fait une chanson d'ailleurs, je crois. Ah bon? Ouais. Non, c'est bien. C'était une très bonne vanne. Un retardement, mais je la prends. Eh bien, ils font non seulement des chansons sur l'Afrique, mais aussi des toilettes japonaises. Et alors, il y a un nouveau modèle de ces toilettes japonaises qui va sortir et qui va, crois-le ou pas, Charlie, être équipé d'un scanner. Je découvre la news en même temps sous mes yeux, là, et je m'y attendais pas. Ah, c'est beau. C'est ça, là. Alors, après les balances connectées, les scanners, impédance mètre, etc., et bien maintenant, tes toilettes vont pouvoir scanner tes excréments pour savoir si tu es en bonne santé. Alors, en fait, c'est pas une si mauvaise idée que ça, au contraire. Donc ces nouvelles toilettes s'appellent NeoRest. Donc c'est une nouvelle gamme qui a un système intégré qui permet de surveiller donc les matières fécales et de les enregistrer dans une application dédiée pour consulter les données sur smartphone. Je pense que ça va être compatible avec santé de iPhone. Donc tu pourras voir donc ta taille, ta masse musculaire et aussi ton caca. Le scanner à caca est placé à côté de la buse d'eau et classe. Donc Charlie, ton caca sera classé en 7 catégories qui ira, je cite, de petite crotte à liquide. Et même la teinte du caca sera analysée, donc selon la teinte du marron, et sera classée en 3 catégories. Et l'application donnera également des conseils sur le mode de vie, l'alimentation, etc. Alors si tu veux acheter ces superbes toilettes analyseuses de caca Charlie, il faudra que tu débourses quand même entre 500 et 550 000 yens environ, ce qui fait grosso modo dans les 3000-3500 €. Donc c'est pas donné. Et pour rester dans l'humour, mais toujours dans l'info au plus proche du réel, Gaël, eh bien désormais, il est possible de se faire, entre guillemets, livrer une grand-mère à domicile. Il y a eu le principe, il y a quelque temps déjà, et qui existe encore, de pouvoir louer des petits amis, par exemple. Eh bien maintenant, ce sont le tour des grand-mères, en raison du coût de la vie en constante augmentation au Japon, entre autres. Eh bien, il y a beaucoup de personnes âgées qui travaillent après l'âge de la retraite. Alors, en termes de chiffres, parce que c'est quand même très sérieux tout ça, selon le bureau des statistiques du Japon, il y a environ 9,3 millions de personnes de plus de 65 ans qui continuent de travailler, soit
une personne âgée sur 4 qui reste sur le marché du travail. Donc ça, on en parle de temps en temps parce que ça a quand même pas mal de répercussions et de conséquences aussi, que ce soit pour les personnes âgées, pour les entreprises qui doivent adapter aussi des machines ou autres à ce public-là. Eh bien, les personnes âgées ont une autre manière de pouvoir être valorisées dans la société, puisqu'on les voit comme des atouts. Eh bien, on leur propose d'offrir leur service, moyennant finance évidemment. Donc le service, il s'appelle OK Oba-chan et coûte environ 3300 yens pour le transport de la personne. Donc là, on dit de la dame, mais peut-être que c'est ouvert aux grands-parents, enfin aux hommes aussi, mais je crois, ça a l'air d'être ciblé sur les grands-mères. Ça pourrait s'étendre, oui. Donc il y a le transport qui est pris en charge et après c'est 3300 yens de l'heure pour que une grand-mère puisse venir vous assister. Alors sur le site on retrouve une liste de 100 femmes âgées de 60 à 94 ans ayant des compétences complètement différentes en matière de tâches. Alors ça peut être des tâches ménagères, des connaissances historiques si on veut qu'on nous raconte des histoires, des expériences vécues, des qualités d'écoute, de communication, etc. Donc elles sont un peu cataloguées selon leurs compétences propres. Et selon le site, il y a déjà beaucoup de demandes et les buts sont multiples. Par exemple, on peut faire appel à une grand-mère pour apprendre à cuisiner, régler des conflits familiaux, faire du babysitting, sans doute du cat ou du dog sitting aussi peut-être. Ça peut être un soutien émotionnel encore. Et figurez-vous qu'apparemment on s'en sert aussi pour réaliser son coming out devant sa famille, donc elle a un rôle de médiateur, ou encore pour rompre avec son petit ami ou sa petite amie. Et toi Gaël, si tu avais une grand-mère à louer, ce serait pour quoi faire ? Je sais pas, en vrai là je redeviens un peu sérieux, mais la première chose que je dirais c'est occupez-vous déjà de votre propre famille. Oui. Après c'est sûr, voilà, quand on a malheureusement perdu ses parents et ou ses grands-parents, moi je trouve que c'est plutôt au-delà de la blague, au-delà de l'anecdote, c'est plutôt un bon système parce que c'est bien pour les personnes âgées qui gardent un lien avec on va dire les actifs, les personnes plus jeunes, et puis à 20-25 € de l'heure, honnêtement c'est pas du tout abusif. Donc j'ai l'impression que c'est plutôt vertueux comme système à tous égards, même si j'aurais pas du tout pensé que s'en servir pour faire le coming out ou pour rompre avec son ou sa petite amie, c'est rigolo, mais en tout cas non, plutôt positif sur ce système. Alors après, à titre perso, à quoi je servirais une grand-mère que je louerais? Pour jouer à la Switch peut-être? Pour la battre facilement à Mario Kart peut-être. Ou quoique, non je sais pas, pour nous aider à faire d'autres podcasts. Alors une news, Gaël, qui concerne la société japonaise et qui fait écho de loin à une histoire qu'on avait racontée ici où un instituteur s'était fait licencier parce qu'il avait pris des cafés longs au lieu de cafés courts dans un combini. Donc là ça s'en rapproche un peu dans le sens où c'est un enseignant de collège de la préfecture d'Okayama qui a été vu en train de travailler carrément, il a poussé le vice plus loin, dans un combini le 4 juillet dernier. Alors pour revenir sur cette histoire, donc c'est une personne qui l'aurait reconnu et qui a contacté le conseil d'éducation de la ville d'Okayama pour signaler qu'il avait vu ce professeur d'une 60aine d'années qui travaillait dans une enseigne de vente, alors que lui il travaille normalement dans le collège public de la ville d'Okayama, dans un des collèges publics, et donc on l'a vu travailler dans ce combini à Kurashiki, c'est une ville voisine donc d'Okayama. Le lendemain, le directeur de l'école, qu'est-ce qu'il allait faire, Gaël, pour vérifier ses propos? Acheter un onigiri. Eh bien, il allait acheter son onigiri, oui. En tout cas, ça, l'histoire ne nous le dit pas, mais il a voulu constater de ses propres yeux et il est allé confronter l'enseignant qui était en train de travailler. Et l'homme exerçait ce second job lors de ses heures off, donc ou de ses jours de repos, et ce depuis novembre 2023. À temps partiel et pour combler, on va dire, pour rattraper un peu, pour combler son salaire, on va dire. Et sauf que ça ne plaît pas au conseil d'éducation qui dit que cumuler ces deux travails est inacceptable pour un enseignant parce que ça va le détourner ou en tout cas nuire à sa façon d'enseigner ou à son temps de travail. Le mieux ce serait qu'il se concentre à fond, donc 100% de son énergie, à son travail principal. Et en réponse à ça, on a appris que l'enseignant qui a été surveillé ainsi là, il a expliqué que lui il le faisait pour compléter ses revenus puisqu'il faut savoir qu'il y a une pratique assez courante au Japon qui veut que les travailleurs soient licenciés par les employeurs une fois qu'ils ont atteint l'âge de la retraite.
puis après ils sont réembauchés, mais du coup à un salaire réduit. Pour compenser ce manque de salaire, cette personne-là s'était dit tiens, je vais aller trouver un autre job. Donc depuis, on ne sait pas s'il a encore démissionné, mais il prévoyait de démissionner en tout cas de son poste d'enseignant, et il a cessé de travailler au Combini, et le chef d'éducation de la ville a également présenté lui des excuses pour la grande détresse et l'inquiétude qui ont été causées aux enfants et à leurs tuteurs et à tous les résidents de la ville. Donc comme quoi travailler dans un Combini, ça pourrait faire des ravages apparemment. Et ce même conseil d'éducation a promis que ce genre de choses ne se reproduirait pas et qu'ils allaient faire des efforts pour restaurer la confiance dans le système éducatif. Encore une sacrée histoire qu'on ne peut voir presque que là-bas peut-être. Ouais, il faut savoir qu'être enseignant au Japon, c'est un métier qui est très très demandant. On fait énormément d'heures. Et l'école ou collège, en l'occurrence, demande beaucoup aux enseignants. De temps de présence, de suivi, voilà. Donc là déjà, ce monsieur, je pense, était très courageux de travailler en plus sur son temps off, et j'espère qu'il va garder son emploi et sa retraite. Mais son emploi, sans doute pas, parce qu'apparemment il a prévu de démissionner, et de toute façon il ne travaille plus déjà au Combini. Donc c'est-à-dire que pour l'instant il est sans emploi. Alors là, on vient d'apprendre le mot Oba-chan, qui veut dire grand-mère en japonais, ou mamie. Eh bien, on va aller un petit peu plus loin, justement, dans le vocabulaire japonais, et on va vous lister les mots japonais les plus recherchés par les utilisateurs anglophones sur Internet. Alors Charlie, comme ça, là, si tu devais citer quelques mots japonais qui sont les plus recherchés parmi les occidentaux, tu citerais quoi ? Alors là, j'aurais dit tout ce qui est lié à la gastronomie, peut-être sushi, maki, kimono, ou les choses un peu clichés peut-être. Ouais, mais t'es pas loin du tout, parce que, alors, en première position, c'est effectivement de la gastronomie, c'est le wagyu, donc c'est le bœuf japonais. Ensuite, on a les couteaux japonais, les kimonos, effectivement, le saké, les fruits et le matcha. Alors, c'est une analyse d'Aum Consulting. Alors, moi, c'est vrai que j'ai pensé plutôt à la secte Aum, mais c'est des vieux relents là qui m'arrivent. Et c'est une société en fait d'optimisation de moteurs de recherche. Et cette société nous a sorti donc le listing que je viens de citer en mai 2025, et qui recense en fait dans les pays étrangers tous les mots liés au Japon, en tout cas les mots japonais qui ont été le plus recherchés. Et donc, comme on l'a dit, c'est Wagyu qui a été le plus tapé dans les pays anglophones du monde, incluant l'Inde, d'ailleurs, je ne sais pas trop pourquoi. Et on voit qu'il dépasse quand même très largement le reste des termes japonais. Pourquoi ? Alors je pense tout simplement pour aller rechercher où se procurer du bœuf de Kobe, parce que c'est vraiment la race Wagyu. Et comme on l'a dit, donc les couteaux japonais sont derrière, les kimonos et le saké sans doute également, pour pouvoir rechercher où se procurer. Mais comme je pense que tu avais tout à fait raison, comme on s'en doutait, c'est la gastronomie qui truste un petit peu les recherches des Occidentaux pour le Japon. Et pour la dernière news de notre catégorie société, on va faire un petit peu d'histoire, Gaël, puisqu'on va parler d'une épave d'un destroyer japonais. Après plus de 80 années, l'épave Teruzuki, un destroyer donc de la marine impériale japonaise, a été retrouvé, et le navire avait coulé lors des batailles navales autour du Guadalcanal en 1942. Ça se déroulait donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est l'équipe internationale EV Nautilus Ocean Exploration Trust qui est parvenu à l'identifier grâce à des véhicules sous-marins téléopérés. Donc téléopérés, il me semble que c'est du fait qu'il n'y ait personne dans les habitations de ces sous-marins-là. Les vestiges du bateau ils vont se trouver aujourd'hui à plus de 800 mètres de profondeur dans le Pacifique, donc plus précisément dans le détroit d'Iron Bottom, au large des îles Salomon. Donc si vous ne savez pas comme ça où c'est, eh bien c'est à l'est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, au nord-est de l'Australie, si ça peut vous aider à mieux cerner où on se trouve. Donc c'est bien au sud du Japon, enfin il y a quand même quelques kilomètres. Le Teruzuki, qui signifie lune brillante ou lune illuminée, était long de 134 mètres à la base et appartenait à la classe Akizuki. Donc ce sont des navires conçus pour protéger les porte-avions japonais des attaques aériennes. Donc c'est des sortes de protecteurs de ces porte-avions. Il était commandé par le vice-amiral Raizo Tanaka, surnommé Tanaka le tenace par les forces américaines. Ça s'en jette, Gaël. Ah ouais, c'est un super pseudo ça.
Il a été utilisé lors de la bataille de Guadalcanal qui a duré d'août 1942 à février 1943 et son effort de guerre a été marquant car il revendiquait à l'époque 7 navires américains endommagés et un coulé, mais le 12 décembre 1942, une escorte de convoi de ravitaillement a eu raison de lui parce qu'il a été frappé par la poupe par 2 torpilles américaines. De ces impacts-là, l'explosion brise le gouvernail et provoque un incendie, et c'est ainsi que le navire sombra. La majorité de l'équipage a été secourue par d'autres destroyers qui étaient aux alentours, ou alors il y a certains aussi marins ou soldats qui ont nagé jusqu'aux îles les plus proches. En tout cas, il y a 9 hommes qui ont péri ce jour-là. Et donc ce navire-là, il a été rayé des listes de la marine japonaise le 15 janvier 1943 et c'est seulement maintenant, 82 années après, que l'on retrouve sa trace, donc c'était assez inespéré. Le navire n'est pas entier évidemment avec tout le temps qu'il a passé dans l'eau de mer, mais c'est un segment de l'arrière du bateau qui a été retrouvé, un segment de 19 mètres, donc ce de quoi ravir les archéologues ou en tout cas les spécialistes du sujet, et l'épave est relativement bien préservée et porte encore des traces de peinture rouge d'origine, donc c'est des choses qui peuvent être assez rares peut-être pour ce milieu-là. Et pour terminer, on va citer un des membres de cette équipe de levée Nautilus, un chercheur de l'université de Kyoto qui s'appelle Hiroshi Ishii, qui a déclaré après sa découverte: Voir le Teruzuki après 80 ans est profondément émouvant. Cela montre combien il est crucial de documenter le patrimoine maritime pendant qu'il est encore temps. Moi j'avais une question, Charlie, sur les 9 hommes qui sont décédés en fait ce jour-là, le jour où le navire a sombré. Est-ce qu'il y en a un qui était accroché à un radeau et il y avait vraiment la place à côté de la femme qui l'accompagnait pour s'allonger, mais il a préféré rester dans l'eau glacée et cette histoire a été racontée 80 ans plus tard. Ça aurait pu faire un bon film, un long film. Je sais pas s'il est bon parce que je l'ai pas vu, mais ça aurait pu faire un long film. Alors on va passer à la rubrique politique-économie de notre podcast Actualité. On va commencer évidemment par les élections japonaises qui ont eu lieu le 20 juillet. Donc ça ne vous parlera pas forcément, mais le Japon renouvelait à peu près la moitié de ses sénateurs il y a quelques jours. Et la coalition gouvernementale du Premier ministre Shigeru Ishiba a perdu la majorité au Sénat. Alors je pense qu'elle a été sanctionnée notamment par la crise du riz, mais aussi d'autres choses, on va voir. Donc 125 des 248 sièges du Sénat japonais étaient renouvelés lors du scrutin ce dimanche 20 juillet, et comme on le disait, la coalition gouvernementale n'en a obtenu que 47 selon les résultats définitifs. Alors celui qui est monté en flèche pour le coup, c'est un parti populiste anti-immigration qui s'appelle le Sansei-to, donc je pense qu'il va falloir retenir ce nom parce que c'est un parti qui risque de monter. Il avait seulement 2 sièges avant les élections et il en a désormais 14. Donc la coalition, elle, est en dessous des 50 sièges nécessaires aux 2 partis qui la composent pour conserver sa majorité. Ce qui fait que aujourd'hui c'est beaucoup plus éclaté. Donc le Parti démocrate constitutionnel a gagné lui 22 sièges et le Parti démocrate du peuple au centre a gagné 17 sièges. Et au niveau de l'analyse de ces élections, donc le professeur de sciences politiques à l'université d'Oshiba, M. Toru Yoshida, a affirmé que le Japon pourrait se retrouver en terrain inconnu, avec un gouvernement en minorité dans les 2 chambres du Parlement, une situation qui est inédite depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc on voit bien que là, la politique est de plus en plus éclatée au Japon, et ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour faire passer les réformes. Et parmi les candidates au sénatorial, il y a une femme qui s'appelle Saya, qui a été un peu plus mise en valeur que les autres peut-être pendant cette élection. Elle déclare par exemple: Notre programme veut redonner la priorité aux Japonais et revoir en urgence la politique économique du pays mise à mal par le Parti libéral depuis plus de 30 ans. On voit que c'est vraiment une attaque directement au PLD. Et quand elle a fait une sorte de discours dans la rue, cette femme de 43 ans a énuméré quelques principes idéologiques du Sansei-to, donc pour vous montrer à quel point c'est un parti quand même de droite et nationaliste, puisqu'ils sont pour l'immigration zéro, l'hostilité aux droits des personnes LGBTQIA+, et zéro résidents et résidentes étrangers, ou encore elle adopte clairement les postures liées aux anti-vaccins, donc voilà, des choses qu'on retrouvait nous en France, mais
Là, on met tout dans le même parti. Ouais, tu disais à droite, c'est même très à droite parce que ça ferait passer le PLD justement pour un parti de droite, alors même qu'ils sont déjà plutôt nationalistes. Oui. Là, pour le coup, c'est vrai que malheureusement, il y a un peu le combiné, c'est-à-dire anti-immigration, anti-étranger, voire, comme on le disait, comme tu le disais, pardon, les théories complotistes quasiment. En tout cas, nous, nos copains qui sont sur place en tant qu'expatriés sont pas forcément rassurés de cette montée en puissance du Sansei Eto, parce qu'ils ont des approches assez virulentes, on va dire, pas dire violentes, mais envers les expatriés, même ceux qui sont complètement dans les règles et qui produisent au Japon, etc. Donc c'est pas forcément très rassurant pour la suite, et on espère qu'il y ait un peu plus de bien vivre ensemble, parce que notamment pour les personnes expatriées, j'ai lu par exemple qu'ils voulaient pas plus de 5% de résidents étrangers par municipalité. Ça arrive assez vite, notamment dans une capitale. À Tokyo, c'est pas toujours le cas dans les 23 arrondissements. Oui, puis de mémoire, alors là je me trompe peut-être, mais il me semble que c'est aussi un électorat assez jeune, donc on va dire des jeunes japonais et japonaises qui prennent le relais sur ce type de parti, donc c'est vrai que ça... C'est tout à fait vrai, parce que le PLD c'est vraiment un parti voté par les personnes âgées, alors que le Sansei Eto, je crois, a beaucoup recruté parmi les 30-40 ans. Et Gaël, pour illustrer cette pensée nationaliste du moment, bien que le nationalisme japonais ce soit quelque chose dans la politique en tout cas d'assez commun on va dire, eh bien un sondage de Kyodo News a interrogé les Japonais et ils ont répondu à la question suivante: les restrictions imposées aux étrangers telles que le contrôle de l'immigration et les limites à l'acquisition d'un bien immobilier doivent-elles être renforcées ? Eh bien, je ne vais pas te faire de devinette là-dessus, mais plus de la moitié, donc c'est bien 65,6% ont répondu qu'elles devaient être renforcées, tandis que 26,7% ont répondu qu'elles étaient correctes en l'état, et enfin seulement 4,4% ont répondu qu'elles devraient être assouplies. Donc ça voilà, c'était l'anecdote puisqu'on a eu des chiffres qui sont tombés là récemment. Et ici à Kanpai, c'est vrai qu'on souligne souvent qu'il y a une grosse disparité entre hommes et femmes dans la politique au Japon, entre autres. Eh bien là, les chiffres ont un petit peu évolué, même si c'est pas encore tout à fait ça, mais c'est encourageant. On peut assister à une féminisation de la vie politique japonaise avec les élections sénatoriales du 20 juillet dernier. Un record a été enregistré avec 42 femmes élues sur les 125 sièges à pourvoir. Alors comme je le disais, c'est loin de la parité et de l'objectif de 25% de candidates fixées en 2020 pour 2025, mais c'est déjà une bonne avancée. D'ailleurs, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a eu moins de candidates pour cette élection-là qu'en 2022, mais par contre, il y a eu plus d'élus. Il y avait eu 182 candidates, tandis que pour cette élection 2025, il y en a eu 152, et à l'époque, il y avait eu 35 femmes élues, tandis que là, il y en a eu 42. Donc on souligne aussi, Gaël, quand ça va un peu mieux. Alors on ne sait quand même pas si le Premier ministre sera bientôt une première ministre, mais toujours est-il que depuis cette élection ratée, on va dire, pour le PLD, eh bien il y a de plus en plus de pression pour que Ishiba, notre nouveau, j'ai envie de dire, Premier ministre, qui est là, comme on le disait, depuis un peu moins d'1 an, eh bien pour qu'il démissionne. Alors on ne sait pas trop si c'est encore des rumeurs ou si c'est quelque chose qui va vraiment arriver et qu'on prépare le terrain, mais c'est vrai que la presse japonaise rapporte que de nombreux appels à la démission du Premier ministre se font entendre, notamment au sein du PLD, ce qui est un peu étonnant parce que ça vienne d'autres partis, les partis d'opposition, ça c'est plutôt classique on va dire, mais là c'est même depuis le propre parti du Premier ministre. Alors Ishiba aurait a priori attendu pour communiquer sur la conclusion d'un accord commercial avec les États-Unis, avec Washington, donc qui était la date butoir au 1er août, donc cet accord sur les taxes de douane, mais c'est vrai que là, nous, au moment où on enregistre, en tout cas, on est vraiment plus sur des rumeurs, des pressions, on n'est pas encore sur une information officielle, mais peut-être que quand vous nous écouterez, voilà, ou un peu plus tard, début août, eh bien, on aura une annonce de démission d'Ishiba. Alors, le 25 juillet dernier, un rassemblement de 200 personnes avait lieu devant sa résidence, la résidence du Premier ministre à Tokyo, et les manifestants ont, contre toute attente, encouragé Shigeru Ishiba à rester à son poste malgré les pressions de son parti face aux résultats de l'élection, et on a même entendu des participants crier « Tiens bon Ishiba » ou encore « Ne démissionne pas ». En parallèle, d'autres personnes ont donc rejoint les lieux pour protester contre ce rassemblement et exhorter le Premier ministre à quitter ses fonctions. Mais l'histoire ne dit pas s'il y a eu un autre rassemblement qui a protesté contre le rassemblement qui protestait contre le premier rassemblement. Je trouve ça étonnant, alors personne s'en vante, mais un rassemblement de 200 personnes, ça fait pas tant. 200 personnes selon la police, peut-être. 8000 selon les manifestants.
Et c'est une actualité qui nous prend décidément du temps, Gaël, puisque on en entend parler de tous les mois depuis quelques temps déjà. Eh bien, on va parler, ceci n'est pas une coutume chez Kanpai, mais des taxes douanières. Les accords de taxes douanières ont été négociés entre Donald Trump et le Premier ministre japonais, donc Shigeru Ishiba. Et donc au sujet de ces négociations, ce que l'on en connaît à ce jour, si ça ne change pas d'ici quelques temps, c'est que les taxes douanières qui étaient fixées par Donald Trump à 25%, eh bien, ont été descendues à 15%. Et donc ça s'est passé le mercredi 22 juillet sur les produits nippons importés aux États-Unis. Et alors, je précise que les 25% étaient temporaires, c'était ceux qui étaient qui étaient appliqués depuis le printemps, mais avant le retour de Trump au pouvoir, ils étaient inférieurs à 15%. Donc c'est une baisse, mais sur la mise en place temporaire de surtaxes qui visait justement à atteindre ce taux-là, je pense, de la part des États-Unis. Donc on n'est pas du tout revenu à un niveau entre guillemets normal, on a bien augmenté la taxe de toute façon. Oui. Et donc pour le président américain, selon lui, c'est un énorme accord commercial. Rien que quand je dis ça, je pense qu'on l'entend avec sa voix à lui, avec le pouce levé sans doute. Il a également mentionné que des investissements japonais à hauteur de 550 milliards de dollars seraient faits sur le sol américain, notamment dans un site d'exploitation de gaz naturel en Alaska. Donc ce qu'on peut évidemment voir sur le visage de Ishiba, c'est un soulagement pour le Japon, car ce secteur automobile est très important. Donc c'est surtout là-dessus d'ailleurs que les taxes douanières vont jouer, puisque environ 30% de ses exportations vers les États-Unis, on en a déjà parlé Gaël, concernent l'automobile et ça représente aussi 8% des emplois japonais. Alors par contre, tout ce qui est lié aux droits de douane sur les aciers et l'aluminium, eh bien là par contre ça n'a pas bougé, c'est toujours fixé à l'énorme taux de 50%. Ouais, alors je suis pas économiste et j'ai pas fait partie des négociations évidemment, mais je suis pas sûr que ce soit une victoire. Là on peut le rapprocher parce que c'est le même taux qu'a obtenu l'Union Européenne là, il y a pas longtemps au moment où on enregistre, qui est de 15% du coup sur les produits en provenance de l'UE vers les États-Unis, donc le Japon a le même taux que l'UE. Je lisais un économiste qui expliquait qu'en fait les droits de douane sont payés à 70% par les consommateurs du pays recevant, et puis après les 30% restants divisés par 2 à 15% à part égale par les pays en fait, donc c'est-à-dire les manufacturiers, en l'occurrence pour le Japon c'est le secteur automobile, et après 15% pour les importateurs américains. Ce qui veut dire que ça va créer une inflation normalement assez forte aux États-Unis pour la consommation, donc parmi les acheteurs américains, mais aussi qu'il va y avoir un impact économique sur les manufacturiers, donc ça veut dire les productions automobiles japonaises exportées vers les États-Unis, ça veut dire potentiellement des pertes d'emplois. Donc un soulagement, je pense que c'est un soulagement qu'un accord soit trouvé, parce que les négociations durent quand même depuis des mois et des mois. Je crois que l'envoyé du Premier ministre, donc le négociateur, je crois qu'il a fait 8 allers-retours à Washington, si je dis pas de bêtises, en quelques semaines, donc il en avait peut-être marre. Mais surtout, c'est qu'en fait on est sur un taux bien supérieur à ce qu'était avant le retour de Trump au pouvoir. À voir ce que ça donne par la suite et à voir si ça tient. D'ailleurs, comme tu le disais, on n'est pas encore sûr que ce soit, même s'il y a un accord qui a été trouvé, on sait que Donald Trump il aime bien faire bouger les lignes constamment, mais je suis pas sûr que ce soit une très très bonne nouvelle pour le secteur automobile, et je parle que de celui-là au Japon, même au-delà, au global. Je pense que l'avenir nous montrera que c'est pas forcément si simple que juste un pourcentage, quoi. Et je pense l'avenir proche, puisque on en reparlera sans doute pour le mois prochain, pour les actus du mois d'août, sans doute qu'il y aura d'autres péripéties à raconter là-dessus. C'est possible. Et en plus, tu ne peux pas créer des usines, tu ne peux pas construire des usines de construction automobile en quelques semaines dans un pays. Ça va mettre des années et des années si le Japon veut intégrer une partie de sa production directement aux États-Unis pour les vendre sur place, pour donc s'affranchir des droits de douane. Il faut faire un calcul de rentabilité et puis ça se fait pas dans la minute comme ça, c'est quelque chose qui est très très long. Donc ouais. Alors, dernière news de notre rubrique politique-économie, on va parler de nucléaire, parce que, le Japon vient d'acter, a priori, la construction d'un nouveau réacteur nucléaire. C'est le premier depuis Fukushima, donc depuis bientôt 15 ans. Et donc, un nouveau réacteur nucléaire va être construit au Japon, une future centrale,
près de Kyoto, en tout cas dans la préfecture de Kyoto, mais elle n'ouvrira que dans plusieurs années. Et quand on dit plusieurs, Charlie, tu me disais à l'instant que c'était sans doute 20 ans. Et oui, ça se construit pas non plus comme ça un réacteur nucléaire. Donc le gouvernement justifie ce choix par la volonté de renforcer la sécurité énergétique du pays, c'est-à-dire ne pas importer beaucoup d'énergie et dans le même temps réduire sa dépendance aux énergies fossiles, donc importées depuis l'extérieur. Et cette décision, c'est, comme on le disait, une grande première depuis la catastrophe de Fukushima en mars 2011 qui avait fait grand bruit. Et donc évidemment, cette annonce est controversée et fait débat au sein de la population entre d'une part la peur de nouveaux incidents et puis le problème des déchets nucléaires. Car on l'a appris là à cette occasion, seulement moins d'1 gramme de débris hautement radioactifs a pu être extrait des réacteurs endommagés de Fukushima, et donc moins d'1 gramme, c'est 21 fois moins le poids de ton âme, Charlie. C'est ça. Je t'ai volé ta vanne. Film, oui. Ouais. Et on rappelle donc à Fukushima, de manière beaucoup plus sérieuse, que des milliers de personnes ne peuvent toujours pas retourner à leur domicile plus de 14 ans après, en raison des niveaux de radiation dans la zone de la centrale qui avait été touchée par le tsunami. Et en termes de budget de construction, là il est estimé à plus de 6 milliards d'euros. On se doute bien que sur 20 ans, ça risque d'augmenter encore fortement. Et ne vous endormez pas encore puisque on en arrive tout juste à notre section pop culture. Nous allons parler de Pokémon en tant qu'ambassadeur du sommeil. Le ministère de la Santé vient de nommer Pikachu et Ronflex comme ambassadeurs du sommeil dans le cadre d'une campagne nationale. Celle-ci vise à encourager de meilleures habitudes de repos chez l'enfant et chez l'adolescent notamment. Donc avec ce duo de personnages qui va être idéal puisque Pikachu va représenter l'énergie quand Ronflex lui représente le sommeil, de quoi montrer qu'il est essentiel de s'accorder des temps de repos pour se sentir en forme. Selon les données de l'OCDE, le Japon affiche un des taux de sommeil les plus bas parmi les pays développés. Alors j'ai regardé un peu des chiffres et c'est vrai, et en même temps, ça se joue à 10-20 minutes, donc même si ce sont des moyennes. Donc le Japon, alors là je crois que ça parle même des adultes, on aurait un sommeil de 7h42, tandis que par exemple en France on est à 8h tout rond. Or le ministère recommande entre 9 et 12 heures de sommeil pour les enfants scolarisés en primaire par exemple, et entre 8 et 10 heures pour les collégiens et les lycéens. Donc pour toucher ce public de jeunes enfants ou jeunes adolescents, la stratégie Pokémon paraît toute trouvée pour le Japon. Donc c'est aussi la continuité du jeu mobile Pokémon Sleep, je crois qu'on en avait parlé d'ailleurs de ça Gaël, qui suivait les habitudes de sommeil. Pokémon Sleep avec 2 E du coup. Oui, oui. Donc là c'était par le biais d'applications, il me semble, de mémoire. Il y a des brochures et des posters qui vont être distribués dans les écoles notamment et dans des centres communautaires. Et pour relativiser avec tout ça, on peut aussi rappeler que le Japon c'est un des pays de la sieste. Ils ont la sieste facile dans le sens où ça fait partie intégrante de la culture japonaise de pouvoir faire la sieste soit au travail, dans le métro ou autre. Et j'avais vu un petit reportage qui quand je connaissais pas trop le Japon m'a paru un peu effrayant, où ils avaient fait dans une école, ils testaient de faire des petites cabines pour faire des siestes, mais des siestes debout. C'est-à-dire qu'on était assis mais debout en même temps. Et c'était je pense que ça faisait 50 cm². Les enfants rentraient, ils faisaient la queue, ils rentraient dedans, ils faisaient une petite sieste de genre quelques minutes et ils enchaînaient comme ça. Et donc ils apprenaient à tous les enfants de la classe à comment se positionner dans cette pièce-là. Et sachant que c'était une pièce une pièce. C'était un box. Un box, une cabine où on rentrait debout, on fermait, et on était dans le noir, isolé. Et donc là, je me suis dit, waouh, c'est quelque chose, mais au final, pour eux, ça leur permettait de solutionner ce manque de sommeil chez les enfants. Ouais, debout, c'est plus compliqué, je pense. Ouais. Et donc, en complément de ces ambassadeurs, Charlie, on a appris il y a peu de temps que Pokémon avait annoncé la création d'un parc d'attractions. Un parc d'attractions de sa franchise qui va s'appeler Pokémon Park Kanto ou Poképark. Ce sera le premier parc d'attractions extérieur permanent de la franchise. Et il sera situé près de Tokyo, dans la ville de Tama. Et sauf erreur, c'est là qu'on a déjà le Sanrio Puroland, donc qui est le parc d'attractions de Hello Kitty. Et ce sera intégré dans le parc Yomiuri Land. Et ça, c'est à peu près à 30 minutes de Shinjuku, donc à l'ouest de Tokyo. Donc ce parc Pokémon fera 26 000 m² de terrain et sera divisé en 2 zones.
Donc d'abord le Pokémon Forest et ensuite Sedgetown, alors la forêt Pokémon, hein, donc première de ces zones mesure environ 500 mètres de long et c'est un véritable sentier à l'air libre, donc on imagine qu'il y aura des choses qui seront un petit peu cachées dans les arbres, hein, peut-être des Pokémon ou d'autres... J'ai vu passer plusieurs centaines de figurines Evoli apparemment qui seront disséminées dans le parc. Et bien voilà, il faudra toutes les trouver, un petit peu comme les Korogu dans Zelda. Et Sedgetown, donc la deuxième zone, disposera elle d'un centre Pokémon, d'un Pokémart, d'un gymnase Sedge, de la fontaine Primarina, d'un défilé de Pokémon et bien d'autres attractions qui parleront évidemment à tous les fans des petits monstres. Donc au total, dans ces deux zones, on trouvera plus de 600 Pokémon différents. Et près de la fontaine, vous pourrez même vous connecter avec d'autres dresseurs de Pokémon pour avoir un petit peu des jeux a priori interactifs. Donc les billets devraient être mis en vente à l'automne 2025, c'est à peu près à ce moment-là qu'on connaîtra leur prix, et tout ça pour une ouverture du parc Pokémon prévue au printemps 2026. Et le site officiel est d'ores et déjà en ligne et il existe en version anglaise, donc il est probable qu'il soit assez facilement, donc je mets avec des gros guillemets, accessible aux étrangers. Je dis avec des gros guillemets parce que on voit que c'est parfois pas très simple, par exemple le musée Ghibli, parc Ghibli, etc. et d'autres, même Universal Studios, qui sont très compliqués à obtenir depuis l'étranger. Ce sera peut-être pareil avec le parc Pokémon, à voir en tout cas. Alors on entend beaucoup parler d'Akihabara comme le quartier électronique de Tokyo et c'est encore vrai même si de moins en moins. D'ailleurs il y a plus de 10 ans déjà on écrivait un article sur Campagne, je crois que c'était la déchéance d'Akihabara si vous voulez aller voir. C'est vrai que de plus en plus malheureusement d'enseignes ferment et c'est là le cas, on va vous préciser en fait une fermeture qui est assez symbolique, c'est celle du Gigo Akihabara Building 1 qui avait ouvert en 1994 à l'époque sous le nom de High Tech Land Sega Shintoku, et qui malheureusement va fermer ses portes le 31 août. Alors vous avez forcément vu ce bâtiment si vous êtes arrivé à Akihabara, parce que dès en sortant de la gare JR, c'est vraiment le bâtiment le plus connu, donc on le voit sur le plus de photos du quartier d'Akiba. Avant, c'était une grande salle d'arcade de Sega. Comme Sega a fusionné avec Gigo, enfin a été racheté, donc depuis quelques années, c'est maintenant Gigo qui est écrit dessus et non plus Sega. Et bien maintenant, il n'y aura plus du tout ni de Sega ni de Gigo. Donc depuis 30 ans, c'est un monument du gaming dans le quartier électronique de Tokyo, avec son extérieur rouge emblématique. Et cette fermeture résulte tout simplement de l'expiration du bail de l'immeuble. Alors c'est la même, entre guillemets, excuse, c'est-à-dire raison qui avait été trouvée, je pense à la fermeture du spa, donc Oedo Onsen Monogatari à Tokyo, et c'est vrai qu'on a tendance à se dire, si vraiment c'était si rentable que ça, ils auraient trouvé un moyen de prolonger le bail. Donc Sega a confirmé que les buildings 2, 3 et 5 resteront en activité, mais celui-ci était vraiment le plus symbolique, le plus emblématique du quartier, et la compagnie donc a déclaré, je cite, « Nous restons déterminés à faire progresser la culture pop d'Akihabara, aux côtés de notre partenaire Maruhari Entertainment Company. » Alors les horaires de la fermeture définitive seront annoncés via le compte Twitter, le compte X officiel du lieu, et il y a fort à penser qu'un grand nombre de fans risquent de se présenter, comme c'est souvent le cas, pour dire au revoir au bâtiment, peut-être dans l'heure précédant la fermeture, donc du 31 août. Alors le même jour, la société en a profité pour annoncer qu'elle ouvrait toutefois une nouvelle salle d'arcade dans un autre quartier de Tokyo et qui, elle, s'étendra également sur plusieurs étages. Donc le 15 juillet, la salle de Gigo à Fuchu a ouvert ses portes sur 3 étages et 1653 mètres carrés quand même sur un rond-point près de la gare de Fuchu, donc un petit peu plus loin à Tokyo. Donc sur le premier étage, il y a 174 machines de goodies, aussi des jeux de sport, de conduite, etc. Au deuxième étage, des photomatons, donc on appelle les pulikula au Japon. Et au troisième étage, d'autres jeux vidéo, notamment des jeux musicaux. Donc il y a quand même encore de quoi faire en salle d'arcade au Japon, mais c'est vrai qu'on est très très loin maintenant de la grande époque des années 90, voire début 2000. Et puisqu'on parle de boutique, eh bien le premier magasin Dragon Ball devrait ouvrir à Tokyo, le Dragon Ball Store, qui devrait donc montrer le bout de son nez à Tokyo en automne, à l'occasion de la 40e anniversaire du manga original Akira Toriyama, qui nous a quittés, je crois que ça fait 1 an maintenant, voire peut-être un peu plus.
On y retrouvera des produits exclusifs, comme c'est l'habitude dans ce genre de boutique, donc ce sera disponible nulle part ailleurs qu'ici à Tokyo. La date exacte d'ouverture sera annoncée par le site officiel de la franchise et les réseaux sociaux de cette dernière également, et l'emplacement exact lui aussi sera annoncé sur ce site. Donc là on n'a pas plus d'infos que ça, mais on va rester en veille évidemment. Les dates d'arrivage de nouveaux produits ou de stock seront eux également annoncé en ligne. Ils nous ont appâté avec certaines infos, mais ils nous ont pas du tout encore donné plus de détails. On ne sait pas du tout ni la superficie, etc. de ce type de boutique-là. Après, ça va aller très vite, parce que si ça ouvre en automne, je pense qu'on devrait avoir des infos avant la fin de l'été. Puis en plus de ça, c'est vrai qu'on peut être surpris qu'il n'y ait pas encore eu de Dragon Ball Store au Japon, enfin nulle part dans le monde d'ailleurs. Mais c'est quand même assez étonnant, et là, je pense que ça va connaître un grand succès. Moi, je vois 2 endroits pour lesquels ça va être facile de le placer. C'est dans le parc Shibuya, on parlait du Sega Store là, le mois dernier, ou alors dans la galerie sous la gare de Tokyo. Après, ça peut être ailleurs, bien entendu, mais c'est les 2 endroits qui commencent à être un petit peu connus comme les mecs des magasins officiels des grandes licences de pop culture japonaise. Vous pouvez prendre les paris avec Gaël, puisqu'il ne s'était pas du tout trompé pour la sortie de la Switch 2. Alors, au niveau de ce qu'on a joué, fait, lu, vu ce mois-ci au Japon, Charlie va vous parler de la 2e saison de l'anime Dandadan, et pour ma part, je vais vous parler du jeu Donkey Kong Bonanza, qui est sorti sur la Switch 2 le 17 juillet. Alors c'est le 2e jeu Nintendo sur Switch 2 après Mario Kart World qui est sorti avec la console il y a un peu plus d'1 mois. C'est un jeu qui a été développé par l'équipe de Super Mario Odyssey que vous connaissez sans doute si vous avez une Switch. Et effectivement on sent bien la filiation dans le gameplay. Là c'est vrai que c'est un peu une skin entre guillemets Donkey Kong, mais ça aurait tout à fait pu être un jeu Mario. Alors c'est vrai qu'on a l'impression que c'est Donkey Kong qui revient un petit peu sur le devant de la scène entre, on en a parlé, Universal Studios au Japon avec la zone Donkey Kong, et puis le prochain film là, dont on va parler un petit peu plus tard, et ça nous fait bien plaisir, en tout cas pour ma part, parce que Donkey Kong Country, le jeu sur Super Nintendo de 1994, reste pour moi une référence un petit peu all-time dans mon top 10 de jeux vidéo. Il y a eu depuis en fait un peu l'accident de parcours, Donkey Kong 64, sorti en 1999, qui lui faisait pas du tout le poids face à Mario 64 et Banjo-Kazooie. Et après on a quand même eu 2 beaux jeux de plateforme 2D pour le coup. En 2010, Donkey Kong Returns, et en 2014, Tropical Freeze. Mais c'est vrai que depuis maintenant plus de 10 ans, c'était un petit peu les vaches maigres pour les fans du gros singe. Alors à l'origine, ce jeu, donc Donkey Kong Bonanza, était prévu pour la Switch 1, mais comme elle a duré très très longtemps, ils l'ont repoussé entre guillemets, ils l'ont caché pour pouvoir le sortir avec l'arrivée de la Switch 2. Alors c'est pour ça que techniquement il sera pas forcément très impressionnant, mais c'est pas très important évidemment. On sait bien que dans les jeux Nintendo, c'est plutôt les qualités artistiques et surtout de gameplay qui priment. Et moi je citerai également un beau travail sur le son, alors notamment parce que les bruitages et les voix sont assez marrantes. Et là Charlie, on en parlait juste avant d'enregistrer, je pense qu'on va essayer de vous ajouter des petits jingles, des petites voix, des petits digits comme ça, parce que franchement c'est assez fun, c'est assez rigolo. Et même en termes de musique, vraiment la composition, alors il y a des remixes des musiques un petit peu à l'ancienne de Donkey Kong qui étaient bien connus, mais je trouve qu'ils ont vraiment bien composé les nouvelles musiques, c'est très adapté avec le nouvel univers. Et quand je dis nouvel univers, en fait, c'est qu'il y a un nouveau design général en fait de Donkey Kong. C'est un peu le visuel qu'on a eu dans le film Super Mario Bros, qui est sorti il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Et là, on retrouve ce Donkey Kong, voilà, très expressif, assez rigolo, qui s'exprime vraiment très, très bien comme un singe. Et il est accompagné d'une version jeune de Pauline qu'on a vu justement dans Super Mario Odyssey, qui est la fameuse chanteuse, et qui elle va vraiment être la partie narrative. Elle va, alors c'est doublé en français, elle va expliquer un petit peu ce qui se passe, elle va vous dire un petit peu on va aller par là, ou alors une banane, enfin c'est assez rigolo. Alors que lui, Donkey Kong, il est très dans son rôle de singe un peu bébête, mais vraiment très très accrocheur. Alors je vais pas te cacher que le début du jeu il est pas forcément très très simple, dans le sens où l'univers est pas forcément, les couleurs sont pas hyper agréables, il est un petit peu dur à prendre en main. J'ai trouvé que le gameplay était pas forcément évident au départ, parce que en fait le bouton de saut il est à droite, c'est le bouton A, alors qu'on a l'habitude de sauter avec le bouton qui est en bas. Et pourquoi ils ont fait ça? C'est parce que Donkey Kong Bonanza, c'est un jeu où tu vas tout casser.
Donc tu peux casser devant toi avec le Y, tu peux casser au-dessus de toi avec le X et tu peux casser sous toi avec le B. Donc tu as les 3 hauteurs. En fait, c'est logique sur ta manette avec ton pouce et le saut est à droite. Mais c'est vrai qu'au début, il faut s'y habituer. Alors on peut inverser le A et le B. Je sais que Gauthier, par exemple, notre collègue Gauthier l'a fait. Et puis un copain aussi, Julien, que vous aviez entendu dans un précédent podcast, l'a fait également. Mais moi, c'est vrai que je suis resté sur l'intention originelle des développeurs et bon, on s'habitue plutôt bien. Et puis assez rapidement, en fait, le jeu devient addictif. On retrouve bien entendu le gameplay Nintendo qui est très très accrocheur. Alors c'est un jeu qui est construit donc avec différents mondes et ces mondes sont dans des sous-strates. Donc tu descends et puis tu as différents univers comme ça qui se développent, les différents niveaux. Au total, il y a 777 bananes à récupérer. Moi j'ai commencé à jouer il y a quelques jours seulement là au moment où on enregistre, donc j'ai à peu près 150 bananes, hein, ce qui est pas beaucoup, mais je dirais que je suis à peu près quasiment à la moitié, si j'estime bien, d'un run, on va dire classique en fait, où je suis pas du tout complétionniste, donc je vais vraiment aller moi faire plaisir, avancer dans les niveaux, récupérer des bananes quand j'en vois, mais je vais pas aller chercher avant de passer au niveau suivant. Là je pense que ce que je vais faire c'est que je vais jouer au jeu jusqu'à la fin, et puis après à mon avis je vais revenir dans les niveaux pour aller chercher un petit peu plus loin, découvrir les choses un petit peu plus secrètes, plus cachées. Il y a plein de niveaux comme ça, des sous-niveaux que tu peux aller chercher, des choses un peu nostalgiques, des trucs de combat, des aspects plateforme, etc. qui sont vraiment agréables. On avait un peu peur que le jeu soit un petit peu bourrin, qu'on tape un petit peu partout, que ça explose un petit peu la tête dans tous les sens, mais au final, c'est très très bien géré. C'est à la fois, c'est vrai qu'on peut tout exploser, mais c'est peu incitatif, hein. Tu vas pouvoir découvrir les choses cachées, mais on va aussi pas du tout t'encourager à tout casser, on va aussi t'encourager à parcourir le monde. C'est semi-linéaire, semi-open world, donc ça se laisse assez bien jouer. Il y a même des petites incursions un petit peu RPG, tu peux augmenter tes capacités avec des points que tu récupères. Tu as une carte 3D à la Metroid Prime aussi, qui permet de mieux s'y retrouver. Et puis au niveau du level design, c'est du Nintendo, donc encore une fois ça se joue très bien, tu es libre de tes mouvements, mais c'est assez dirigiste sans trop te l'imposer pour que tu puisses avancer sans te prendre la tête. Les décors sont assez variés, voilà, tu as les mondes de forêt, de neige, de volcans, de canyons, enfin c'est voilà, très, très varié. Et puis vraiment il est rigolo, c'est un jeu qui est rigolo, les bruitages sont vraiment sympas, tu es constamment récompensé par des choses que tu attrapes, des bananes, d'autres petits collectibles, etc. Tu rencontres plein de personnages qui sont assez bien créés. Donkey Kong peut se transformer comme on avait vu dans la vidéo de présentation, donc c'est la Bananza, donc il a plusieurs transformations Bananza différentes. C'est adapté à tous les publics, moi je joue en mode normal, les enfants peuvent jouer en mode assisté. Le seul point que je regretterais vraiment entre guillemets, enfin vraiment, c'est pas trop dérangeant, c'est la caméra qui parfois a un petit peu de mal dans les environnements plus resserrés, mais sinon ouais c'est un sans faute, et si vous avez une Switch 2, je dirais qu'il faut absolument vous l'acheter parce que c'est vraiment un super jeu de plateforme. Et là on voit que Nintendo rentre vraiment dans un mood Donkey Kong comme on le disait, entre USJ, entre les films. Alors pourquoi on dit ça? C'est parce que un film Donkey Kong n'a pas été annoncé officiellement, mais les droits ont été déposés, donc on est quasiment sûr que après le film Zelda, il y aura un film Donkey Kong. Et d'ailleurs, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a bien confirmé qu'il y aurait d'autres adaptations cinématographiques à venir. Donc là, je cite: Bien que nous ne puissions pas discuter de nos projets au-delà du film The Legend of Zelda pour le moment, nous travaillons sur divers autres projets. Et pour finir sur cette news, comme on le disait, il y a un film Zelda qui va sortir, on en avait parlé Charlie, et là on connaît maintenant le casting des deux héros, donc Link et Zelda. Link sera interprété par le comédien anglais Benjamin Evan Answorth, et Zelda sera elle interprétée par l'actrice anglaise Bo Bragason. Donc si vous ne connaissez pas ces noms, c'est normal, nous non plus. Ils ont une petite carrière, mais c'est vrai que sur les photos qu'on a vues sur les réseaux sociaux, je trouve qu'ils sont plutôt ressemblants. Donc à voir comment ça va se dérouler, je sais pas du tout ce que ça va donner un film Zelda en live, mais en tout cas le casting est déjà prêt, ça veut dire qu'ils sont bien avancés. Et pour ma part, si vous aimez les ovnis, les yokai et la bagarre, eh bien c'est le retour de Dan Da Dan, donc la saison 2 sur Netflix depuis cet été. Donc c'est issu c'est une adaptation du manga à succès de Yukinobu Tatsu. Donc j'avais beaucoup aimé la première saison, moi qui suis pas très... j'ai du mal à accrocher aux animés, je trouve que c'est assez répétitif. Une fois qu'on a un ou deux animés de cœur, c'est vrai que j'ai du mal à m'accrocher à autre chose. Et bien là, il y a un cocktail explosif, je trouve, d'humour, de romance, un petit peu d'horreur, même si c'est léger, et de science-fiction, que j'aime beaucoup dans cet univers-là. Donc pour rappel, Dan Da Dan, c'est l'histoire de Momo Ayase, une lycéenne qui croit aux fantômes
et de Okarun. Donc lui, c'est son camarade au lycée, un camarade à lunettes, un peu nerd, obsédé par les extraterrestres, et chacun décide de prouver à l'autre que ses croyances sont vraies et sont les bonnes. Et en fait, le twist de la saison 1, c'est que en fait, ils ont tous les deux raison, Gaël. Et c'est ce qui est assez drôle, ils le font avec beaucoup d'humour, c'est très dynamique, c'est très joli aussi visuellement, et il y a une confrontation du surnaturel avec les yokai de tradition japonaise, donc mélange alien et yokai, ça fonctionne bien, ils ont réussi à bien leur coup en tout cas là-dedans. Et la saison 2, elle sortait, les 3 premiers épisodes sont sortis sur Netflix, et c'est sorti aussi d'ailleurs au cinéma en France. Donc il y a eu des avant-premières, notamment à Paris, j'en ai entendu parler, où notre collègue Gauthier d'ailleurs a reçu de la part de quelqu'un de la famille des pochettes où il y avait plein de visuels, de goodies, etc. Ça avait l'air assez fou. Alors pour cette saison 2, moi ce que j'ai bien aimé dans ces 3 premiers épisodes, c'est qu'on retrouve l'humour des protagonistes. Tiens, c'est qui ces vieilles peaux? Ça, j'aimerais bien le savoir. Allons, du calme, jeune fille. M'approchez pas. Foutez le camp de cette maison, sale pervers, tout de suite. Ça crie un peu, c'est vrai, à la Rick et Morty, peut-être même un peu plus qu'à la saison 1, ou alors j'y prêtais peut-être pas attention, mais ce que j'aime bien, c'est qu'on va chercher un peu dans le cliché japonais la fameuse phrase entre tradition et modernité. Et bien dès le début, au final de ce premier épisode de la saison 2, on est plongé dedans, puisqu'on est dans le folklore japonais, on est directement dans un univers avec des onsen, un mélange d'ovni et de mysticisme ancestral, on va dire. Donc ça, j'ai beaucoup aimé le cadre, un univers presque Lovecraftien, dans le style, avec du folklore japonais, un ver géant sous la montagne qui s'il est nourri, si on lui donne des offrandes, va empêcher l'éruption volcanique, etc. Donc ça fait percher comme ça, mais au final c'est le cas dans l'animé. Mais ce sont surtout les personnages principaux et d'ailleurs secondaires qui sont très bien travaillés dans cette saison 2, en tout cas dans ce début de saison 2, parce qu'il me semble qu'il n'y a que 3 épisodes encore sur Netflix à l'heure où on enregistre. Et puis ça soulève ça fait un peu le Japon moderne, puisqu'on va parler beaucoup de vieilles personnes dedans, donc des personnes âgées. D'ailleurs, le onsen est tenu par des petits vieux et des petites vieilles, c'est assez marrant. Ça désacralise aussi un petit peu le religieux, tout en parlant d'une jeunesse ultra connectée. Donc on mélange vraiment les lycéens lambda, les yokai de la montagne, ou alors des aliens un peu transdimensionnels, tout ce joyeux fouillis font que au final ça fait honneur au Japon. Et il y a aussi d'ailleurs de très belles scènes avec des paysages japonais, de villes qui existent, etc. C'est très chouette. Donc une série que je recommande si vous avez bien aimé la saison 1. Et si vous n'avez pas encore testé, je vous conseille au moins les 2-3 premiers épisodes de la saison 1 pour bien vous faire une idée de l'univers. Donc c'était Dan. Et bientôt, ce sera le tour de Demon Slayer, dont il faut que je termine la saison, puisqu'ils vont faire des films, et les films apparemment sont vraiment très bien. Donc au niveau des récurrents, le yen n'en finit pas de s'affaiblir. On est maintenant à 172 yens pour 1 euro au moment où on enregistre. Ça fait des semaines et des semaines qu'il s'affaiblit par rapport à l'euro, ce qui fait encore et toujours qu'il est hyper intéressant. Donc comme toujours, si vous allez partir au Japon d'ici le reste de l'année 2025 ou même au printemps-été 2026, n'hésitez pas à commander des yens dès maintenant, parce qu'on ne sait pas combien de temps cette situation va encore durer. Et là, c'est vrai qu'à ce prix-là, c'est quasiment donné. Enfin, on est très proche des records qu'on a eu il y a quelques mois. En juin 2025, il y a eu 3 378 000 voyageurs étrangers au Japon. C'est un tout petit peu plus, à peu près 5% de plus qu'en juin 2024. Donc on sent qu'on arrive un petit peu quasiment à un plafond, mais quand même, il y a déjà beaucoup de voyageurs. Et le mois de juin est un mois de basse saison, donc c'est pas là où il y a le plus de voyageurs. En tout cas, on devrait rester sur les objectifs de 40 millions pour 2025. Et pour les événements du mois d'août, je vais laisser Charlie du coup et Marjorie vous expliquer ça en détail dans leur podcast dédié du Japon en août qui va paraître dans 2 semaines. Oui, eh bien le mois de juillet, on a déjà parlé des événements dans le podcast Voyage dédié au mois de juillet. Il n'y a pas eu d'interview en juillet, donc vous n'avez rien loupé là-dessus. Et on a parlé également de la destination de Himeji, donc la ville où il y a le château du Héron Blanc. Donc ça pourra bien vous occuper également. On a une petite heure
destination en podcast là-dessus. Et pour le mois d'août, comme tu le disais, eh bien, on va parler de comment voyager au mois d'août au Japon. Ça sortira le 13 août, mais juste avant, on va faire un podcast dédié au 100e épisode de notre podcast de Kanpai. Donc on est très heureux de faire ça. On va surtout vous en parler. C'est pas ça. On va surtout évoquer avec vous la sortie de notre tome 2 dont on a parlé sur les réseaux sociaux et sur notre site kanpai.fr, donc une version révisée, augmentée, donc ça on rentrera en détail là-dessus. Si d'ici là vous avez des questions ou autres ou des choses que vous voulez aborder dans ce podcast du 100e épisode, n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, Instagram, X, aussi sur YouTube en commentaire sur des podcasts, c'est aussi possible. Donc ça sortira le 6 août prochain. Et en termes de destination, ça sortira le 20 août, on va aborder, on va même cheminer le long de la Nakasendo, une route commerciale, en tout cas une ancienne route commerciale de l'ère Edo, et que l'on peut encore parcourir aujourd'hui, et donc on vous explique un peu l'intérêt, l'histoire et la logistique à mener pour bien profiter de cette belle destination. Et au niveau des articles qui ont été diffusés sur kanpai.fr au mois de juillet, on a commencé le mois avec le sanctuaire de la météo à Tokyo qui s'appelle Koenji Kawajinja. Ensuite à Kyoto, on vous a présenté l'hôtel Nintendo, l'hôtel de Marufukuro, qui est en fait une rénovation d'un ancien bâtiment de Nintendo en plein centre de la ville de Kyoto. Ensuite, on est allé à Kyushu, dans la préfecture de Kumamoto, où on vous a raconté un pèlerinage qu'on a fait du coup en début d'année, le pèlerinage de One Piece. En fait, on est parti à la recherche en voiture des 10 statues de l'équipage au chapeau de paille. Ensuite, on a dédié un article à notre mise à jour du tome 2 de notre guide de voyage Visite au Japon de ville en île, dont on va reparler là dans quelques instants. Ensuite, on a abordé Umi-no-hi, qui est le jour de la mer au Japon, qui est un jour férié le 3e lundi de juillet. Et ensuite, on a fini le mois avec un beau petit musée rétro, qui est le Takayama Showakan, qui se trouve dans les Alpes japonaises, comme son nom l'indique. Ensuite, on est arrivé du côté de Nagoya, on a fait le tour du Japon ce mois-ci, pour vous présenter le parc d'attractions Legoland Japan, qui est un incontournable pour tous les fans de la brique. Et enfin, on finit le mois avec un article sur les passes de train régionaux au Japon, qui viennent en complément du JR Pass. Et pour le mois prochain, on a de bien belles choses à voir également sur le 100e épisode du podcast d'ailleurs, et puis sur d'autres jours fériés, le château de Nagoya, enfin différentes choses, la rando, des temples, je regarde un petit peu ce qu'on a, du shopping, il y aura encore plein de belles choses à voir du côté de notre site Kanpai. Et donc comme chaque mois, on va remercier les lecteurs et lectrices qui nous ont commandé les packs soutiens, donc qui contiennent l'ensemble de nos livres et e-books sur le Japon, donc voyage et apprentissage de la langue. Donc ce mois-ci, on va chaleureusement remercier Céline, François et Clément qui ont tous les trois commandé le pack soutien Kanpai. Et comme on le disait, donc on a sorti très récemment, donc au mois de juillet, la mise à jour du tome 2 de notre collection de voyages au Japon qui s'appelle Visite au Japon de ville en île. Donc c'est un livre qui avait été écrit il y a une quinzaine d'années, donc au format e-book. Kelly l'avait retravaillé pour créer une version papier, donc quand on a ressorti notre collection au format papier, donc juste après le Covid, complété par nos tomes 4 Tokyo et tome 5 Kyoto, et bien le tome 2 était arrivé à épuisement des stocks. Donc on a fait une réimpression, mais on ne s'est pas contenté de faire une simple réimpression. Kelly a passé énormément de temps, donc des semaines voire des mois, à réécrire l'ensemble du livre, à le mettre à jour, à le compléter, à l'amplifier, pour que vous ayez un livre complet, guide de voyage bien résumé en 250 pages à peu près, sur quoi faire au Japon pendant vos voyages. Donc le tome 2, mise à jour, nouvellement sorti, est à commander exclusivement sur kanpai.fr pour la modique somme de 19,99€. Oui, puis dessus, il y a un petit millier de photos, on va dire, il y a beaucoup de textes, et puis des choses récentes, puisque vous avez fait récemment les parcs, je pense, musée Nintendo, le parc aussi à Osaka, avec le Nintendo World, Universal Studio, donc avec Donkey Kong, justement, des choses comme ça, un peu nouvelles, et pas mal de choses aussi hors des sentiers battus, donc tout ça, ça a été mis à jour. Eh bien, Gaël, il est l'heure de conclure notre podcast Actualité pour ce mois de juillet. On vous remercie encore toutes et tous pour votre écoute et votre accueil chaleureux pour ce podcast qui continue de bien fonctionner. Et merci encore pour vos partages sur les réseaux sociaux et vos commentaires également. Et ce qui est important pour nous, donc ce sont bien tout ça évidemment, et les notations sur
un maximum d'étoiles, on va dire, que ce soit sur vos plateformes de streaming préférées, sur YouTube ou encore sur notre site kampai.fr pour le recensement. Ça aide énormément que ce soit noté 5 étoiles les articles ou alors les podcasts. Ouais, abonnement, partage, 5 étoiles, c'est des choses qui sont très simples à faire et qui nous aident énormément à progresser, à se faire connaître et à continuer de grossir et qu'on ait de plus en plus d'auditrices et d'auditeurs, et ce qui nous encourage évidemment à continuer cette activité de podcast qui nous plaît bien. Merci Gaël, merci pour le temps accordé pour ce podcast et on se retrouve le mois prochain. Merci Charlie, à bientôt. Au revoir. Retrouvez plus d'actualités Japon sur nos podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kampai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.